Cercle Polar. Bonjour, bienvenue dans le Cercle Polar, un cercle polar américain, Christine Ferniaud. Oui, c'est une tendance qui se confirme. Oui, on a beau dire, les Américains sont quand même excellents dans le roman noir, même s'il y a des bons auteurs français. On avait envie de voyager un peu en plus. Là. Alors, on en a trois. D'une certaine manière, ils sont liés par l'étrangeté. On va voir comment, mais c'est vrai que ce sont des romans qui ont, d'une manière ou d'une autre, un caractère d'étrangeté. Et on va commencer par l'Est, par la côte Est des États-Unis, par Cape Cod, avec un roman de Joe Flanagan qui s'appelle Un moindre mal et qui est publié chez Gallmeister, très bonne collection de romans noirs. Alors, Joe Flanagan, je ne sais pas si vous avez des informations sur lui. Christine, pour l'instant, on ne le connaît pas. C'est le premier roman. C'est un premier roman, oui. Le premier roman traduit en français. Alors, en fait, il est né à Cape Cod, à Yanis, très précisément, un port à Cape Cod. Il est journaliste, il vit en Virginie, mais il a passé toute son enfance à Yanis, et on va voir d'ailleurs que le personnage de flic qu'il met en scène, un flic local à Yanis, c'est en fait inspiré de son père, qui était flic local là-bas. Alors, on est en 1957, et ça commence par une série de meurtres d'enfants, la disparition d'une famille, il va être question aussi de corruption, de la police, des élus locaux, et surtout d'un face-à-face très puissant, en fait, entre donc ce flic local qui s'appelle Warren, et qui est donc inspiré par le père de l'auteur, et un flic de l'État du Massachusetts. Alors, juste, je veux dire une chose, je vous cède tout de suite la parole, je dirais une chose. On écrit sur le livre que alors c'est une citation du Publishers Weekly, ce premier roman impressionnant transpose le monde corrompu de LA Confidential d'Elroy à Cape Cod. Alors moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça n'a rien à voir, ça n'empêche pas que c'est un excellent roman, ni dans la Elroy. Construction, ni dans l'écriture, ni dans la dénonciation historique ou la référence historique. Alors, je pense qu'ils ont dû se dire, ah oui, mais s'il y a des mauvais flics et des bons flics, on peut transposer ça comme on veut, mais je crois que c'est le seul élément en relation avec James Ellroy. C'est le côté. Puis en plus, alors Cape Cod, ça n'a absolument rien à voir. C'est ça qui est bien d'ailleurs avec Los Angeles, quoi. Alors on peut peut-être dire un mot déjà de tout simplement votre impression. C'est vraiment un roman noir. On est vraiment dans le genre complètement. Moi, je trouve que c'est un magnifique roman noir avec ce qu'il faut aussi un léger sentimentalisme, mais de bonne aloi, je trouve, parce que on a d'abord effectivement cette enquête autour des meurtres d'enfants, de disparitions, comme vous le disiez, avec aussi en arrière-plan la religion, puisqu'il y a quand même des prêtres aussi qui ne sont pas très loin. Il y a cette relation de Warren, ce flic local, avec son fils, qui est un fils légèrement handicapé, mais en même temps avec qui il a une relation exceptionnelle. Il y a un peu d'histoire d'amour, mais il y a surtout cette opposition d'une violence extrême entre ce personnage effectivement de Warren et je sais plus comment il s'appelle, Stasiak, je crois, c'est ça, qui est un flic à la fois emblématique, fascinant et une ordure finie. Donc c'est ce mélange de violence et de vie quotidienne est très réussi. Et puis c'est Cape Cod en 1957, c'est-à-dire avant ce qu'on connaît aujourd'hui de cet endroit assez luxueux. C'est encore des endroits assez modestes. On sent l'évolution de la région. On sent aussi que c'est une époque où on croit en la science, en l'avenir de la science. Et je trouve que c'est vraiment un livre qui est tout à fait fascinant pour toutes ces touches. Oui, c'est la guerre froide aussi. Il fait bien sentir tout ça, effectivement. Et moi, j'ai beaucoup aimé la manière dont il a de créer des atmosphères. En fait, il fait vraiment vibrer le paysage, il fait sentir l'époque, il fait sentir les lieux. C'est très fort, hein. C'est très très fort. Ce qui n'empêche pas que, comme dans tout bon polar, il y a une montée de la tension au fur et à mesure du livre. Ah ouais, on lâche pas, tout à fait. On le lit vraiment jusqu'au bout, et on a des surprises quand même jusqu'au bout. Oui. Et des surprises. Alors, moi, la seule toute petite réticence que j'aurais, c'est que c'est un premier roman, donc il veut tout plier à la fin.
Donc, à la fin, tout sera remis dans l'ordre. Alors, aucune histoire, on ne racontera pas dans quel ordre, mais il veut tout expliquer. Et du coup, bon, ça y est. Puis il a fini et c'est bien rangé. Il peut fermer le tiroir. On n'aura pas de doute. Mais sinon, c'est un roman. Puis j'aime bien ce côté à la fois effectivement social et sensitif qui est très fort. Voilà, et les personnages c'est très fin en fait aussi, ça, il faut dire ça aussi, parce que c'est vrai que le personnage par exemple du flic de l'État qui arrive précédé d'une grande réputation parce qu'à Boston, etc. Il arrive de Boston, il vient s'installer là, effectivement en même temps c'est une ordure, mais c'est... Comment dire, ce personnage-là n'est pas du tout simple. C'est un personnage complexe. Il est montré avec une grande subtilité en fait. De la même manière, bien sûr aussi que Warren, qui lui est un homme très bon. Il est le père. Warren. Il est seul. Warren, si c'est le père de l'écrivain, ça doit être un père merveilleux. C'est parce qu'il est exceptionnel et en même temps, il y a ce mélange de fragilité et de soupe au lait que j'aime beaucoup. Oui, parce que tout vous quoi. Oui, c'est ça. Oui, soupe au lait. Un peu Warren. Et alors, il en a fait en fait un homme seul, puisque sa femme a eu des problèmes d'alcool. Elle a fini par partir, comme elle avait beaucoup de problèmes d'alcool pendant la grossesse. Il a un enfant qui est handicapé, donc il s'occupe. Tout ça donne. C'est bien. Il y a beaucoup de. C'est pas des ficelles non plus. C'est-à-dire qu'il y a une vraie humanité dans. C'est bien écrit. Enfin, non, c'est vraiment. Moi, c'est un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé moi ce aussi, livre. il y a même, on peut dire, une forme de poétique en fait dans cette écriture, et c'est bien traduit par Yannick Jouin de Laurence. Ça, il faut toujours rendre hommage aux éditeurs. Oui, parce que et donc ça s'appelle Un moindre mal. Vous l'avez compris, on vous conseille très très fortement la lecture de ce livre. Et n'hésitez pas d'ailleurs après, si vous avez lu le livre, de venir partager vos impressions, nous dire sur le blog si vous êtes d'accord ou pas, ou qu'est-ce que vous avez vu. C'est impossible qu'il ne soit pas aimé ce livre. C'est impossible. Justement, on va voir. Donc Un moindre mal de Joe Flanagan qui vient de paraître chez Gallmeister. Et donc de Cape Cod, on va se déplacer aux États-Unis pour aller dans le désert de l'Utah. Ah, je suis assez d'accord. Alors c'est un tout autre décor, un roman de James Anderson qui s'appelle Desert Home, qui est publié chez Belfond. Alors là, c'est un auteur aussi qu'on ne connaît pas pour l'instant. Oui, on est bien dans les découvertes là avec ces deux livres, je trouve. C'est intéressant. Et c'est bien américain. À mon sens, vous allez me dire si vous êtes d'accord, mais c'est aussi une belle découverte. Alors, cet auteur, il est né à Seattle. Bon, moi, je me contente de reproduire ce que dit l'éditeur, parce que pour l'instant, il n'est pas venu en France. On n'a pas eu l'occasion de le rencontrer. On ne sait pas plus que ça. Il vit au nord-ouest des États-Unis. C'est un éditeur. Il a créé une petite maison d'édition indépendante. Et donc, Desert Home, c'est son premier roman. Alors là, on est sur la route 117 qui coupe le désert de l'Utah. Immense solitude, il n'y a quasiment rien, il y a quelques maisons comme ça, de loin en loin. Là, tout de suite. Il y a de la poussière, c'est une espèce de décor lunaire. Et le personnage qui va tout réunir, c'est Ben. C'est un conducteur de camion. Il fait des livraisons, en fait. Il travaille pour des grandes boîtes, genre UPS, etc. Il fait des livraisons et donc il rencontre comme ça un certain nombre de gens. Et c'est à travers lui, à travers son regard, qu'on va tout découvrir. Oui, c'est assez simple comme... c'est simple et linéaire comme la route, en fait. C'est ça. Exactement. Il n'a pas cherché à de l'esbrouf avec des histoires folles, mais c'est justement un peu ces rencontres. C'est pas tout à fait Thelma et Louise, mais il y a quelque chose de la route comme ça aussi. Alors il en parle d'ailleurs parce qu'il dit depuis Thelma et Louise, en fait, tous les camionneurs font peur, etc. Alors que lui, c'est très amusant. Lui, il est... Moi, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que c'est un des charmes principaux de ce roman, c'est que tout passe par son regard. D'abord, il a une distance, il a beaucoup d'humour, et il a énormément d'humanité. C'est-à-dire qu'il ne juge personne, et pourtant les gens qu'il rencontre, il y a quand même des sacrés zigotos. Oui, mais c'est ça que je trouve intéressant. C'est effectivement, c'est que des bras cassés, des gens qui ont souffert, des solitaires, un peu comme lui d'ailleurs. Et il a beau être jeune, on a l'impression qu'il a déjà tout vécu, parce que je crois qu'il doit avoir, il a un peu moins de 40 ans, mais on a l'impression qu'il est usé par la vie. Et en même temps, il a beaucoup d'humanité chaque fois qu'il croise quelqu'un. Alors bon, il y a une histoire de
femme, il y a une histoire d'amour. Dites un petit peu quelque chose de alors, ça. Claire, parce que c'est un très beau personnage. C'est un moment absolument magnifique. Il tombe amoureux d'une femme qui s'appelle Claire et qui joue du violoncelle sans corde. Ouais. Et c'est une espèce de vision. On se demande d'ailleurs même au début si c'est vrai ou pas vrai. C'est justement ce côté un petit peu mystérieux dont on parlait assez peu tout à l'heure, parce que il faut pas trop dévoiler sur le Joe Flanagan, mais il y a un peu de mystère aussi. Et là aussi, c'est pareil. On se demande si c'est une apparition ou une réalité. Et cette passion pour cette femme va entraîner évidemment des histoires de jalousie, des histoires aussi de vol. Mais c'est pas la peine de trop en dire, parce que finalement le principal, c'est d'avancer dans cette histoire à travers les rencontres de vieillards épuisés, de femmes mystérieuses. Il a une croix sur roulette et qui tire, donc il le croise régulièrement. Il est toujours en train de se déplacer. Il y a aussi c'est d'ailleurs dans le désert, c'est ce diner qui est toujours fermé. On va apprendre d'ailleurs plein de choses autour de ce diner. En fait, les héros, c'est pas forcément les personnages, même s'ils sont attachants et passionnants. C'est d'une part le désert et d'autre part la route, quoi. C'est vraiment deux éléments très très forts. Et alors, il arrive très bien, vous l'avez souligné, vous avez dit mystère, moi je dirais étrangeté. C'est-à-dire qu'il arrive et lui aussi fait autant vivre, incarne autant le paysage que le fait Joe Flanagan pour Cape Cod. Et il y a une forme d'étrangeté dans la mesure où c'est réaliste, mais il y a une vraie poésie en fait, et que il y a quelque chose d'extrêmement romanesque et d'extrêmement étrange dans ce personnage, dans les personnages qu'il rencontre et dans le paysage. Et ça, je trouve que ça donne une espèce de dimension un peu comme ça, presque onirique, que j'ai beaucoup aimé. Comme j'imagine que comme dans les films, quand ils traversent le désert, à un moment, ils savent plus très bien si cette ombre-là au bout de la route est réelle ou pas réelle. Et lui, c'est dans son camion, c'est vraiment un camionneur, quoi. Donc il transporte vraiment. Mais par moments, on a l'impression que cette route n'en finit jamais, on ne sait pas très bien où elle va mener, comment tout ça va se terminer. Et c'est cette poésie. Au début, je trouvais que l'écriture était un peu précieuse, mais en fait, elle va très bien avec ce chemin comme ça suivi par ce personnage de Ben Jones. Il y a un regard social aussi dans ce roman, parce qu'en fait c'est comment dire ça, ces gens qu'il croise, c'est des gens, vous l'avez dit, qui sont paumés. Oui, des laissés pour compte. C'est des gens qui sont à côté du rêve américain. Et c'est des gens qui ont renoncé, en fait, qui n'espèrent plus quoi que ce soit. Et ça donne à la fois un regard social et ça contribue aussi à cette forme d'étrangeté. Et en même temps, on a beaucoup d'empathie, en fait. Mais lui, James Anderson a vraiment beaucoup d'empathie avec son héros pour tous ces gens-là. Et même Ben, c'est un garçon qui n'en finira jamais avec ses dettes, quoi. Il n'en finira jamais avec ses doutes. En fait, avec ces deux livres-là, on a deux personnages extrêmement attachants et qui pourraient, on aimerait presque qu'ils se rencontrent. Sauf que c'est pas les mêmes années ni la même région. Enfin bon, on trouvera. C'est ça la littérature, tout est possible. Oui, c'est vrai. Et puis c'est vrai aussi que c'est un roman d'écrivain. C'est-à-dire que de la même manière que Joe Flanagan c'est un vrai écrivain, James Anderson c'est aussi un écrivain. Et ça c'est par rapport à des fois certains thrillers qui sont un peu mécaniques, pas forcément écrits. Là on est vraiment dans la littérature. Donc voilà, ça s'appelle Desert Home. Jolie couverture. De James Anderson. C'est publié chez Belfond et c'est traduit de l'américain, bien entendu, par Jérôme Schmidt. Et alors, on va parler d'un troisième roman, William Gay. On le connaît bien. La mort, qui vient de sortir au Seuil. Alors, on peut peut-être dire un mot, parce que le Seuil a complètement relooké, comme on dit en français, puisque là, on parle de romans américains. On est avec les Américains, on y va carrément. Relooker. La collection Seuil policier qui devient Cadre noir. Bon, c'est vrai qu'au Seuil, il y a la collection Cadre rouge, Cadre vert. Donc là, il y a le Cadre noir, c'était logique. C'est très réussi, c'est des beaux... Elles sont très belles, c'est des belles couvertures, oui, c'est ça. Et donc, c'est un des premiers titres qui paraît sous cette couverture-là. Collection partagée entre français et étrangers.
on parlera bientôt certainement de certains auteurs français qui nous tiennent à cœur. J'ai Notamment, vu qu'il y avait un Franz Bartelt, Ouais, voilà. oui, Mais ça, même on en parle sans certainement parler, on a tout de suite Oui, ça, c'est eu sûr. cette envie-là. Et là, effectivement, c'est l'occasion de retrouver William Gay sous une autre couverture et sous un autre aspect, puisque on avait parlé ici de La mort au crépuscule, Ouais. qui était un des livres les plus chef-d'œuvre. magnifiques dans l'écriture comme dans le désespoir. C'était un livre splendide. Ouais, ouais. Un livre Amérique du Sud, enfin du sud de des l'Amérique, États-Unis, oui, ouais. c'est ça. Et c'était vraiment très très beau, Voilà. effectivement. Alors en fait, William Gay est mort récemment, en 2012. Il était né en 1941. Il est né, il est mort dans le Tennessee. Donc c'est vraiment un homme du Sud. C'est un écrivain du Sud. Il fait partie de toute cette lignée, depuis Faulkner, Flannery O'Connor et tout, jusqu'à aujourd'hui, Tom Franklin par exemple. Oui. Et Tom Franklin qui fait une très belle préface, on va Très en bien. parler, à ce livre. En fait, il a commencé à publier assez tard. Il a fait des tas de métiers. Il a vécu quelque temps à New York. Il a passé 4 ans chez les Marines. Il était pendant la guerre du Vietnam. Et puis, il a commencé à publier des nouvelles dans des revues à 50 ans passés. Et puis donc, La mort au crépuscule, premier roman, en 2010, traduit en français. La demeure éternelle, qui a été traduit en 2012. Et puis là, c'est le 4e roman, donc il y en a un qui n'est pas encore traduit en français, posthume. Petite sœur la mort, c'est un titre qui est emprunté en fait à Faulkner. C'est ce qu'on appelle le gothique du Sud, hein, donc avec le grotesque, etc. Donc il y a effectivement là une forte dimension d'étrangeté, même de fantastique, puisqu'il est question d'une maison hantée. Alors vous pouvez peut-être nous dire d'un mot le propos du livre, Christine. Mais en fait, le personnage principal est un écrivain qui a réussi avec son premier livre de façon un peu inattendue. Il s'est fait connaître et le problème, c'est d'écrire le deuxième. Et ce deuxième, il décide d'aller dans les lieux mêmes de son sujet. Donc, il a envie d'écrire quelque chose autour d'une maison hantée, d'une histoire de sorcière. On n'en racontera pas plus que ça. Donc, il s'installe avec sa famille dans cette maison qui pourrait être l'inspiratrice. Et ce qui est intéressant dans ce livre, principalement pour moi, c'est l'idée du roman dans le roman. D'avoir un personnage qui soit un romancier qui cherche l'inspiration de romans dans les lieux mêmes où quelque chose s'est passé auparavant. Parce que, en dehors de ça, c'est vrai que c'est vraiment effectivement du gothique du Sud. Pour moi, qui suis plutôt amatrice de romans noirs et de romans policiers, c'est un peu trop différent de ce que je peux aimer. Et les histoires de sorcières, en fait, je m'en fous. Pour être très clair, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc j'ai vous avez un côté un peu sorcier. Mais je suis une sorcière, mais justement, j'ai pas tellement envie d'avoir. C'est une mise à distance de vous-même, en fait. Voilà, comme le roman dans le roman, c'est la mise à distance de moi-même. Donc c'est vrai que j'étais tellement contente de retrouver William Gay en pensant à ce roman noir du Sud qu'il avait tellement bien raconté, que là, c'est cette histoire effectivement qui est un peu à la Stephen King qui aurait rencontré William Faulkner. Il y a plus de King que de Faulkner, mais c'est moins bien que King, pour résumer. Voilà. Si vous avez été déçu, en fait. Moi, je suis déçue parce que ce genre de sujet ne m'intéresse pas tant que ça et que je trouve ça effectivement un peu grotesque, pas très bien fini. J'ai aussi le sentiment que ça a été retrouvé dans un tiroir. D'ailleurs, Tom Franklin, dans la préface, le dit. Et que peut-être que William Gay lui-même ne l'aurait pas édité exactement de cette manière-là, qu'il y a peut-être un excès qu'il aurait retouché peut-être d'une autre manière. Mais c'est vrai que le bon côté, c'est on est dans le Sud, il a une façon de décrire les paysages et les lieux de façon exceptionnelle. L'idée de l'écrivain qui cherche son sujet, je trouve ça bien. Mais les sorcières, ah non, Michel Abesca, non, pas de sorcières. C'est pas pour moi. Moi, je partage certaines réserves que vous venez de dire. Bon, d'abord, c'est inspiré d'un fait divers ou d'une légende, je ne sais pas comment dire, réelle. Donc, c'est vrai que c'est un pays où ces légendes-là prennent beaucoup de force. Et effectivement, une présence dans une maison. Ce qui est intéressant quand même, c'est que dans le livre, justement, William Gay, tout le temps, laisse
le lecteur décider de est-ce qu'il y a vraiment un fantôme, une sorcière qui, ou bien est-ce que tout ça est dans la tête des... Et ça, personnellement, ça m'a intéressé. C'est subtil. Il joue sur les allers et retours dans le temps, que là, j'ai pas trouvé toujours bien organisé. C'est là, je pense que l'auteur aurait peut-être retravaillé son texte avant la publication. J'ai beaucoup aimé, moi, le fait que c'est la maison, en fait, qui est le personnage principal, et que petit à petit, on voit que c'est cette maison qui va prendre le contrôle de Binder, qui est donc l'écrivain dont vous avez parlé, qui vient s'installer là avec sa femme et sa fille, en se disant, je pourrais écrire mon roman d'horreur, entre guillemets, sur place, dans une maison qui a la réputation depuis longtemps d'être hantée et tout ça, je vais tout avoir. Et en fait, il veut au départ, il pense contrôler, et il va se faire contrôler. Et l'atmosphère, alors ça, là, on retrouve tout le talent de William Gay, j'ai trouvé, la description du paysage, la vibration des paysages, le côté à la fois extrêmement beau et extrêmement inquiétant, les arbres, il y a une poétique fantastique que j'ai trouvé vraiment réussie. Oui, mais il y a plus de fantastique que de poétique, pour moi. Je sais pas. Alors, en fait, après, je suis d'accord avec vous, c'est vrai que c'est moins bien que Stephen King. Alors, on compare à Shining, parce que dans Shining, il y avait aussi un écrivain et tout, prêt à tout sacrifier pour son inspiration. D'ailleurs, là c'est la même chose, puis il va entraîner sa femme et sa fille dans un désastre. C'est vrai que c'est moins bien, enfin c'est beaucoup moins prenant en tous les cas. Quelquefois, il n'y a même pas de rapport. Soyons clairs, ça frôle le ridicule, quoi. C'est bon. Je n'ai pas trouvé moi ça en revanche. C'est intéressant quand même cette question de l'écrivain qui se laisse complètement bouffer en fait par son travail. Et d'ailleurs dans la préface, peut-être on va en dire un mot, dans la préface de Tom Franklin, il raconte que William Gay, sa femme est partie en fait, et Tom Franklin écrit, elle n'avait pas signé pour devenir l'épouse d'un navigateur solitaire. Donc cette question-là, elle est au centre du roman, le personnage, mais c'est aussi l'histoire de William Gay. Oui. C'est intéressant là, le texte de Tom Je dirais Franklin. même que l'introduction est presque plus intéressante que le livre, en fait. Pour être assez désagréable. Et pourquoi alors ? Parce que je trouve qu'il remet très bien en perspective et la création de ce livre et surtout ce personnage de William Gay qu'on a vu un peu passer comme un satellite, comme une étoile filante plutôt. C'est dommage, on aurait aimé le connaître mieux, le rencontrer. Il est mort au moment où le Grand Prix de littérature policière lui a remis un prix. On l'a pas vu, on l'a pas connu. Et c'est vraiment un auteur passionnant et dont la vie est aussi passionnante. Et je trouve que Tom Franklin, avec beaucoup de respect, beaucoup d'affection, beaucoup d'amitié, le présente très bien et explique bien un peu il raconte ce qu'il est entre aussi. William Gay et Cormac McCarthy. Et c'est très beau, c'est tout à fait passionnant. Et c'est vrai que, oui, ce livre-là, par rapport à tout ce que l'on a pu aimer de lui, même si c'était trop court, est pour moi Bon, c'est très bien de publier un livre comme ça parce que ce n'est pas, ça plaira beaucoup à tous ceux qui sont effectivement des amateurs de gothique du Sud, mais ça n'est pas ce qu'il fait de mieux. Voilà. Ah moi, oui. C'est vrai qu'on peut dire, alors qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que si vous n'avez pas lu La mort au crépuscule, il faut absolument vous jeter dessus. Lisez-la. Et puis, je pense que quand même, pour les amateurs de William Gay, c'est intéressant d'avoir publié ce texte, même s'il paraît pas complètement achevé, pas au niveau des autres, parce que voilà, c'est un auteur qu'il faut tout lire d'un auteur qu'on aime. Et que c'est une pierre de plus à la connaissance de cet auteur. Bon voilà, on a fait un sacré tour des États-Unis. Oui, moi, je suis un peu, je sais pas si je vais remonter tout de suite sur ma moto pour repartir de l'autre côté du pays. Bon, on va voir si la prochaine fois on parle d'auteurs américains ou d'auteurs français ou d'auteurs autrement, on verra bien. Parce que on pour ne l'instant, dit rien aujourd'hui. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous faire, à mettre sur le blog des suggestions si vous lisez des livres qui viennent de sortir et qui vous paraissent particulièrement intéressants. Voilà, on pourra à ce moment-là, c'est vrai qu'on ne peut pas tout voir et tout lire, donc ce sera intéressant. Voilà, Christine Ferniaud, on se retrouve dans 3 semaines. Bonne lecture alors. Voilà. Au revoir, bonne journée. Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir.